Les secrets les plus profonds sont toujours sur le point d'éclater au grand jour, et celui qui va bouleverser la vie d'Élise Laurent se trouve à quelques minutes de tout changer. Dans les salons feutrés du manoir Fontaine, où plane encore l'ombre d'un patriarche disparu, une jeune femme aux yeux verts, simple infirmière provinciale, s'apprête à découvrir que sa présence n'est pas le fruit du hasard. Comment Mathieu Fontaine, héritier austère et méfiant d'un empire financier, pourrait-il soupçonner que cette femme qu'il accuse d'être une opportuniste détient sans le savoir des réponses aux mystères qui hantent sa famille? Entre les murmures des domestiques qui connaissent les sombres corridors du pouvoir et les documents jaunis cachés dans des coffres oubliés, se dessine une conspiration du destin tissée par leur père des décennies plus tôt. Dans ce Paris où les gratte-ciel de verre côtoient les hôtels particuliers centenaires, où l'écart entre la Provence rurale et les salles de conseil feutrées semble infranchissable, ces deux âmes blessées devront apprendre que l'héritage le plus précieux ne se mesure pas en euros, mais dans les battements synchronisés de deux cœurs qui, sans le savoir, étaient destinés à se trouver. Le bureau de Maître Dubois s'était transformé en un champ de bataille silencieux. Élise Laurent, ses grands yeux verts rougis par les larmes contenues, restait immobile dans le coin le plus éloigné de la pièce. Ses mains, rendues rugueuses par des années de travail honnête, s'accrochaient à un mouchoir blanc comme à une bouée de sauvetage au milieu d'un océan d'accusations. « C'est inacceptable !» La voix de Mathieu Fontaine résonna contre les murs de bois sombre. Ses yeux bleus, froids comme la glace des Alpes, se plantèrent sur elle avec mépris. « Cette femme n'a pas le droit d'être ici. » Maître Dubois, un homme d'âge avancé à la patience infinie, ajusta ses lunettes avant de répondre avec un calme étudié. « Monsieur Fontaine, Mademoiselle Laurent a été explicitement nommée par votre père pour la lecture du testament. Mon père n'était pas dans son état normal. » La main de Mathieu frappa la table, faisant trembler la carafe d'eau. Il est évident que cet opportuniste l'a manipulé pendant ces derniers mois. Élise sentit chaque mot se planter dans sa poitrine. 6 mois à prendre soin du vieux Richard Fontaine, 6 mois de nuits blanches à son chevet quand la fièvre l'empêchait de dormir, d'après-midi à lui lire ses romans préférés quand sa vue avait commencé à faiblir, à tenir ses mains tremblantes pendant qu'il lui racontait des histoires de sa jeunesse que son propre fils n'avait jamais voulu écouter. 6 mois qui se réduisaient maintenant à un seul mot, opportuniste. « Monsieur Fontaine », intervint l'avocat, « je vous suggère de modérer votre ton. Nous sommes ici pour honorer les dernières volontés de votre père, pas pour lancer des accusations sans fondement. Je peux me retirer si cela facilite les choses, » murmura Élise, incapable de lever les yeux du sol. Sa voix douce et mélodieuse même dans les moments de plus grande tension sembla accentuer encore davantage la fureur de Mathieu. « Bien sûr que vous voulez vous retirer maintenant, » lança-t-il. « Vous avez déjà obtenu ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Vous avez manipulé un vieil homme vulnérable pour qu'il vous inclue dans son testament. Je n'ai jamais rien demandé. » Pour la première fois, la voix d'Élise s'éleva, révélant un accent des hautes terres de la Provence qu'elle gardait habituellement sous contrôle. « Monsieur Richard était comme un père pour moi. Je me suis occupé de lui parce que je l'aimais, pas parce que j'attendais quelque chose en retour. » Maître Dubois leva les mains, demandant le silence. « Si vous me le permettez, je vais procéder à la lecture du testament. Ce pourquoi nous sommes ici. » Le silence tomba, lourd comme une dalle. Élise retourna dans son coin, consciente du regard pénétrant de Mathieu sur elle. Elle connaissait ce regard, c'était le même qu'il lui avait adressé le jour où elle était arrivée au manoir Fontaine pour la première fois, recommandée par Madame Lefebvre pour s'occuper du patriarche de la famille. Un regard qu'il évaluait, la jugeait et la condamnait sans la connaître. L'avocat ouvrit le dossier noir devant lui et commença à lire d'une voix monotone. Dispositions légales, clauses et conditions se succédaient sans qu'Élise puisse comprendre pleinement leur signification. Ce n'est que lorsqu'elle entendit son nom que son attention revint pleinement aux paroles de l'avocat. « C'est à Élise Laurent, qui m'a fourni non seulement des soins physiques, mais une compagnie sincère et une affection authentique. Durant mes derniers mois, je laisse... » Élise retint sa respiration. Elle ne voulait rien de matériel, mais elle ne souhaitait pas non plus confirmer les soupçons de Mathieu. L'administration totale de la Fondation Fontaine pour les enfants défavorisés, avec un salaire annuel de 60 000 €, et l'usufruit à vie de la maison de campagne en Dordogne, à la condition expresse qu'elle ne soit jamais vendue mais transférée à la Fondation après son décès. Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Élise cligna des yeux, incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Administratrice de la Fondation, la maison de Dordogne, c'était trop, infiniment plus que ce qu'elle aurait pu imaginer ou désirer. Mathieu s'était figé, les yeux fixés sur l'avocat comme s'il s'attendait à ce qu'il révèle à tout moment que tout n'était qu'une plaisanterie cruelle. « Il doit y avoir une erreur, »
articula-t-il finalement. Mon père ne confierait jamais quelque chose d'aussi important à une employée. Maître Dubois resta impassible. Il n'y a pas d'erreur, monsieur Fontaine. Votre père a été très spécifique, et je dois ajouter qu'il était en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il a rédigé ses dispositions. L'avocat sortit alors une enveloppe scellée de l'intérieur du dossier. De plus, il a laissé cette lettre pour être lue en présence de vous deux. Avec des doigts tremblants, l'avocat brisa le sceau et déplia une feuille de papier portant l'écriture inclinée inconfondable de Richard Fontaine. Sa voix prit un ton solennel tandis qu'il commençait à lire. « Cher Mathieu, mon fils unique, et chère Élise, la fille que le destin m'a offerte au crépuscule de ma vie. Si vous entendez ces mots, c'est que je ne suis plus parmi vous. Je ne crains pas la mort car j'ai vécu une vie bien remplie, mais je souffre de vous laisser tous deux dans cette situation de méfiance mutuelle. Mathieu, mon fils, tu as toujours été brillant dans les affaires, implacable comme je t'ai appris à l'être. L'Empire Fontaine est en sécurité entre tes mains. Mais il y a une chose que je n'ai jamais réussi à t'enseigner, la valeur du soin humain, de la compassion sans attente. Élise est entrée dans nos vies quand j'avais déjà perdu espoir. Non seulement elle a répondu à mes besoins physiques avec dignité et respect, mais elle m'a rendu quelque chose que je croyais perdu à jamais, la sensation d'être aimé pour qui je suis et non pour ce que je possède. La décision de lui confier l'administration de la Fondation n'est pas un caprice de vieillard, ni même une déloyauté envers toi, Mathieu. C'est une reconnaissance de ses qualités humaines, les mêmes qui feront que les enfants démunis trouveront en elle non seulement une aide matérielle, mais l'affection dont ils ont tant besoin. Mon dernier souhait est que vous appreniez l'un de l'autre. Toi, Mathieu, tu pourrais enseigner à Élise le monde des affaires que j'ai tant construit. Et toi, Élise, tu pourrais montrer à mon fils qu'il existe un type de richesse qui ne se garde pas dans des coffres de banque, avec un amour éternel. Richard Fontaine. Lorsque l'avocat termina sa lecture, les larmes coulaient librement sur les joues d'Élise, non pas pour l'héritage matériel, mais pour ces mots qui confirmaient ce qu'elle avait toujours ressenti, qu'entre elle et M. Richard s'était formé un lien qui transcendait l'argent et la position sociale. Mathieu restait immobile, la mâchoire tendue et les yeux brillants. Était-ce de la fureur qu'Élise détectait en eux, ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus vulnérable? « Si vous voulez bien m'excuser, dit-il finalement, se levant d'un mouvement brusque. « J'ai besoin d'aide. » Sans attendre de réponse, il sortit du bureau, laissant derrière lui un silence aussi pesant que les doutes qui assaillaient maintenant Élie. Comment allait-elle, simple infirmière de Provence, administrer une fondation millionnaire? Comment pourrait-elle affronter chaque jour le mépris de Mathieu Fontaine? Et surtout, comment honorerait-elle la confiance que M. Richard avait placée en elle? Maître Dubois sembla lire dans ses pensées. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Laurent. M. Richard a laissé des instructions très détaillées concernant la transition. Vous ne serez pas seule dans cette affaire. » Élise acquiesça, reconnaissante pour ses paroles de réconfort, mais consciente que le véritable défi ne faisait que commencer. Dehors, derrière les fenêtres du bureau, Paris s'étendait, vaste et indifférente, étrangère au petit drame qui venait de se dérouler et qui changerait à jamais le cours de deux vies destinées à s'entrelacer. Cette histoire vous plaît-elle? Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter depuis quelle ville vous nous lisez et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain chapitre. Votre soutien nous inspire à continuer à créer des histoires qui touchent le cœur. Élise Laurent n'avait jamais eu peur du travail difficile. Grandir dans les collines de Saint-Rémy de Provence, un petit village dans les Alpilles, lui avait appris que la vie offrait rarement des raccourcis. Fille unique d'une institutrice rurale et d'un agriculteur, elle avait appris dès son plus jeune âge la valeur de l'effort constant et de la dignité silencieuse. Ses parents avaient investi jusqu'au dernier centime dans son éducation, convaincus que cette petite fille aux yeux verts héritée d'une grand-mère lointaine avait un destin différent de celui de la plupart des jeunes filles du village. « Tu as des racines profondes et des ailes fortes », lui répétait sa mère en tressant ses longs cheveux châtain clair, si inhabituels dans cette région. « N'oublie jamais d'où tu viens. Mais n'aie pas peur de voler loin. » Et Élise avait volé. D'abord à Marseille, pour étudier les soins infirmiers, puis à Paris, où les opportunités semblaient se multiplier comme les lumières nocturnes qui l'avaient tant impressionné la première fois qu'elle les avait contemplées depuis le train. Maintenant, à 29 ans, alors qu'elle contemplait le jardin du manoir Fontaine depuis la fenêtre de ce qui avait été la chambre de M. Richard, ces paroles de sa mère résonnait avec une force renouvelée. Elle avait des racines solides, oui, mais les ailes qui lui avaient maintenant poussé semblaient trop grandes, trop lourdes pour son petit corps d'à peine 1,65 mètres. « Je peux entrer ?» La voix de Madame Mercier, la gouvernante qui avait servi la famille Fontaine pendant plus de 3 décennies, interrompit ses pensées. Élise se retourna
avec un sourire fatigué. « Bien sûr, Madame Mercier, cette maison est toujours plus la vôtre que la mienne. » La femme âgée entra avec un plateau d'argent sur lequel reposait une tasse de chocolat chaud et une assiette de viennoiserie fraîchement sortie du four. L'arôme réconfortant remplit la pièce, évoquant chez Élise des souvenirs de son enfance. « Balivernes, ma petite, Monsieur Richard a clairement indiqué que nous devions te traiter avec le même respect que lui. » Elle déposa le plateau sur la petite table près de la fenêtre. « Tu dois reprendre des forces. Ces jours ont été difficiles. Une semaine s'était écoulée depuis la lecture du testament. 7 jours de regards gênés, de chuchotements dans son dos et de l'absence notable de Mathieu Fontaine, qui semblait avoir disparu du manoir principal pour se réfugier dans son penthouse de l'avenue Montaigne. « Merci, Madame Mercier. » Élise prit la tasse entre ses mains, reconnaissante pour la chaleur qui en émanait. « Avez-vous eu des nouvelles de Monsieur Mathieu ?» La vieille dame serra les lèvres dans un geste mêlant inquiétude et désapprobation. Le petit Mathieu a toujours été ainsi. Quand quelque chose ne se passe pas comme il l'espère, il s'enferme dans sa tour d'ivoire pour lécher ses blessures. Ce n'est plus un enfant, observa doucement Élise. 33 ans et parfois il se comporte comme s'il en avait 10, répliqua Madame Mercier avec la franchise que seules les années de service loyal pouvaient lui permettre. Brillant pour les affaires, comme son père. Mais pour le reste, elle laissa la phrase en suspens, secouant la tête. Élise but une gorgée de chocolat, permettant à la saveur douce et réconfortante de l'envelopper un moment avant d'affronter la réalité qui l'attendait. « Demain, j'ai ma première réunion avec le conseil d'administration de la Fondation, » dit-elle, sans pouvoir cacher l'anxiété dans sa voix. « Je ne sais pas à quoi m'attendre. » Madame Mercier l'observa les yeux plissés, l'évaluant comme on mesure les forces d'un guerrier avant la bataille. « Attends-toi au pire et prépare-toi en conséquence, » répondit-elle finalement. La plupart sont de vieux amis de Monsieur Richard, des hommes respectables, mais traditionnels. Ils n'aimeront pas qu'une jeune femme sans liens familiaux prenne les rênes de quelque chose d'aussi important. Élise acquiesça. Elle le savait déjà, mais l'entendre à haute voix faisait que le nœud dans son estomac se serrait un peu plus. « Pensez-vous que je devrais renoncer ?» La question s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse la retenir. La gifle symbolique dans le regard de Madame Mercier fut instantanée. « Et trahir la confiance de Monsieur Richard ? Je ne t'ai jamais cru lâche, Élise Laurent. Ce n'est pas de la lâcheté, » se défendit-elle, mais sans trop de conviction. « C'est être réaliste. Que sais-je de la gestion d'une fondation millionnaire? Mon expérience se limite à soigner des malades et à tenir les comptes d'un petit cabinet médical à Montmartre. Monsieur Richard ne t'a pas choisi pour ton expérience en finance, ma petite. » La voix de la vieille dame s'adoucit. « Il t'a choisi pour ton cœur. Le reste s'apprend. Le cœur ne suffit pas quand on doit faire face à un conseil d'administration plein d'hommes d'affaires, » murmura Élise. « Le cœur est précisément ce qui manque dans ce monde, » contredit Madame Mercier. « De plus, tu ne seras pas seul. Monsieur Richard a laissé des instructions pour que Jacques Moreau, son avocat personnel, te conseille en tout ce qui est nécessaire. » Élise avait rencontré Jacques pendant les dernières semaines de vie de Monsieur Richard. Un homme discret, efficace et d'une bonté tranquille qui contrastait avec l'agressivité typique des avocats d'affaires. Sa présence à la réunion serait sans aucun doute un soulagement. « Et Monsieur Mathieu, sera-t-il également présent ?» Madame Mercier poussa un soupir fatigué. « Le petit Mathieu fait partie du conseil de droit, en tant qu'unique héritier du nom Fontaine. Mais le connaissant, il enverra l'un de ses subordonnés. Il n'aime pas perdre, et encore moins face à quelqu'un qu'il considère comme inférieur. » Le mot flotta dans l'air, tranchant comme un couteau. « Il ne me considère pas comme inférieur, » corrigea Élise avec un calme qu'elle ne ressentait pas. « Il me considère comme une profiteuse. Une chasseuse de fortune qui a séduit son père mourant. L'as-tu fait ?» La question directe de Madame Mercier lui arracha presque un sourire. « Vous savez parfaitement que non. » « Alors peu importe ce que pense le petit Mathieu. » La vieille dame se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Richard Fontaine n'était pas un homme facile à tromper. S'il t'a fait confiance jusqu'à la fin, c'est parce qu'il a vu quelque chose de spécial en toi. Ne le déçois pas maintenant. Lorsque la porte se referma derrière Madame Mercier, Élise retourna regarder par la fenêtre. Le jardin parfaitement entretenu, avec ses roseraies et ses fontaines de pierre, semblait un monde à part des rues animées de la ville. Un monde auquel elle n'appartenait pas, mais dans lequel elle devait apprendre à évoluer avec la grâce et l'assurance que Monsieur Richard avait vues en elle. Son téléphone vibra sur le lit. Un message de Lucie, sa meilleure amie depuis l'époque de l'université et la seule personne qui connaissait toute la vérité sur sa relation avec la famille Fontaine. « Prête pour demain? Besoin de soutien moral ou d'un verre préalable pour calmer les nerfs ?» Élise sourit. Lucie, avec son pragmatisme et son humour acide, était le contrepoids parfait à ses moments de doute. Elle lui répondit rapidement. « Les deux. Café aux fleurs à 7 heures ?» La réponse ne se fit pas attendre. « J'y serai. Et mets le tailleur bleu marine. Tu dois avoir l'air puissant. Le tailleur bleu marine. » Elle l'avait acheté avec ses premières économies, comme infirmière privée, une extravagance qu'elle s'était permise pour les entretiens importants. Il était sobre mais élégant, professionnel,
sans être intimidant. Parfait pour une femme qui tentait de trouver sa place dans un monde qui ne l'attendait pas. Elle se leva et marcha vers l'armoire, où ses rares possessions cohabitaient avec l'espace vide qu'occupait autrefois la garde-robe extensive de Monsieur Richard. Le tailleur était là, parfaitement repassé grâce à l'efficacité du personnel de service. Elle le contempla un moment, s'imaginant dans la salle du conseil, entouré d'hommes en costumes coûteux et avec des décennies d'expérience dans les affaires. Des hommes comme Mathieu Fontaine, dont le regard bleu et pénétrant semblait capable de glacer l'âme. « Je ne vous décevrai pas, Monsieur Richard », murmura-t-elle, caressant le tissu du tailleur comme s'il s'agissait d'un talisman. « Je ne sais pas comment, mais je vais honorer votre confiance. » Dehors, les ombres du crépuscule commençaient à s'allonger sur le jardin et quelque part dans l'immense ville, Mathieu Fontaine contemplait probablement le même ciel rougeoyant, maudissant la femme qui avait fait irruption dans sa vie en bouleversant tout, la femme dont les yeux verts cachaient un secret qu'il était déterminé à découvrir, quel qu'en soit le prix. La Fondation Fontaine occupait le rez-de-chaussée d'un élégant immeuble art déco dans le 7e arrondissement. Élise était passée devant cette façade des dizaines de fois, sans imaginer qu'un jour elle franchirait ses portes comme autre chose qu'une simple visiteuse occasionnelle. « Respire », lui chuchota Lucie, tandis que le taxi s'arrêtait devant l'immeuble. « Rappelle-toi ce dont nous avons parlé. Dos droit, regard ferme. » Voix claire. Élise acquiesça, remerciant silencieusement la présence de son amie. Lucie, assistante sociale spécialisée dans les cas d'enfants des rues, avait insisté pour l'accompagner jusqu'à l'entrée. « Pour te donner du courage, » avait-elle dit, « et pour m'assurer que tu ne t'enfuis pas dans la direction opposée. » Le hall de l'immeuble était un espace lumineux, au sol de marbre et avec une discrète fontaine centrale qui créait une atmosphère de sérénité. Élise s'identifia à la réception, où une jeune femme à l'aspect efficace l'accueillit avec un mélange de curiosité et de respect. « Mademoiselle Laurent, on vous attend dans la salle du conseil au 5e étage. Monsieur Moreau vient d'arriver. » Élise la remercia pour l'information et dit au revoir à Lucie avec une étreinte rapide. « Souhaite-moi bonne chance. »« Tu n'en as pas besoin, » répondit son amie, avec une assurance qu'Élise était loin de ressentir. « Tu as tout à fait le droit d'être ici. » L'ascenseur la conduisit au 5e étage, dans un silence qui ne faisait qu'accentuer les battements accélérés de son cœur. Quand les portes s'ouvrirent, elle se retrouva dans un couloir élégant, mais sobre, décoré de photographies encadrées d'enfants souriants, les bénéficiaires de la Fondation au cours de ses 15 années d'existence. Jacques Moreau l'attendait près des portes en chêne de la salle du conseil. Grand, les cheveux grisonnants et le regard bienveillant derrière des lunettes à monture fine, l'avocat personnel de Monsieur Richard lui adressa un sourire rassurant. « Bonjour Élise. » Prête pour le grand moment. Elle tenta de répondre par un sourire, mais le résultat dut être plus proche d'une grimace car Jacques ajouta à voix basse « Ne t'inquiète pas, ils sont durs mais justes, et je serai à tes côtés tout le temps. » Avant qu'elle ne puisse le remercier, les portes de la salle s'ouvrirent. Le cœur d'Élise fit un bond en reconnaissant la silhouette haute et élégante qui en émergea. Mathieu Fontaine, impeccable dans un costume gris foncé qui accentuait le bleu intense de ses yeux. Des yeux qui la regardèrent maintenant avec un mélange de surprise et de quelque chose d'autre qu'elle ne sut identifier. « Tiens, mademoiselle Laurent a décidé de nous honorer de sa présence. » commenta-t-il avec une ironie à peine voilée. « Je pensais que vous auriez peut-être renoncé à votre inattendu héritage. » Élise respira profondément, se rappelant le conseil de Lucie. Dos droit, regard ferme, voix claire. « Bonjour, monsieur Fontaine. Je n'ai pas pour habitude de manquer à mes engagements, surtout ceux qui impliquent le bien-être d'enfants vulnérables. » Pendant un instant, quelque chose qui ressemblait à de l'admiration traversa le visage de Mathieu, mais ce fut si bref qu'Élise pensa l'avoir imaginé. « Comme c'est touchant !» répliqua-t-il, retrouvant son ton sardonique. « Alors, ne les faisons pas attendre. Les requins sont affamés ce matin. » Jacques lança un regard d'avertissement à Mathieu, qui haussa les épaules avec une indifférence étudiée, avant de s'écarter pour leur permettre de passer. La salle du conseil était exactement comme Élise l'avait imaginé. Une table ovale en bois sombre, entourée de fauteuils en cuir, de grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville et des portraits de Monsieur Richard et de son épouse décédée présidant l'espace depuis le mur principal. Autour de la table, 7 hommes et une femme se levèrent quand le trio entra. Élise reconnut certains d'entre eux grâce aux photographies que Monsieur Richard lui avait montrées durant leur longue conversation. Charles Mendez, le meilleur ami du défunt depuis leurs jours universitaires. Édouard Leroy, directeur de plusieurs entreprises du groupe Fontaine. Alexandra Duval, brillante économiste et unique présence féminine, jusqu'à présent au sein du conseil d'administration. Jacques fit les présentations avec une formalité qui aida Élise à maintenir sa contenance. Chaque membre du conseil la salua avec une courtoisie professionnelle, bien qu'elle pût déceler divers degrés de scepticisme dans leur regard. « Prenons place », indiqua Charles Mendez,
qui présidait apparemment la réunion. Nous avons beaucoup à discuter aujourd'hui. Élise occupa le siège que Jacques lui indiqua, notant que Mathieu choisissait de s'asseoir exactement en face d'elle, comme s'il voulait la maintenir sous surveillance constante. Ses yeux bleus, froids et analytiques ne quittèrent pas son visage, tandis que Charles commençait par les formalités de la réunion. Comme vous le savez tous, nous nous réunissons aujourd'hui pour accueillir mademoiselle Élise Laurent en tant que nouvelle administratrice de la Fondation Fontaine, selon les stipulations du testament de notre cher Richard. Avant d'aborder les affaires en cours, j'aimerais inviter mademoiselle Laurent à nous adresser quelques mots. Le silence tomba sur la salle comme une chape de plomb. Élise sentit tous les regards converger vers elle, particulièrement celui de Mathieu, dont l'expression énigmatique était plus intimidante que n'importe quelle manifestation d'hostilité ouverte. Elle s'éclaircit la gorge, cherchant en elle la force que M. Richard avait toujours vue en elle. « Bonjour à tous. Je tiens d'abord à exprimer mon plus profond respect pour le travail que vous avez accompli jusqu'à présent. La Fondation Fontaine a transformé la vie de milliers d'enfants en situation vulnérable, et c'est quelque chose qui mérite reconnaissance. » Elle fit une pause, remarquant que la tension dans certains regards commençait à s'adoucir. « Je suis consciente que ma nomination a été une surprise pour tous, moi y compris. Je ne viens pas du monde de l'entreprise et je n'ai pas d'expérience dans la gestion de fondations de cette envergure. Ce que j'offre, c'est mon expérience d'infirmière, mon contact direct avec des personnes en situation de vulnérabilité et surtout, mon engagement absolu envers la vision que M. Richard avait pour cette fondation. » Charles Mendez acquiesça légèrement, comme pour approuver ses paroles. D'autres membres échangèrent des regards qu'Élise ne sut interpréter. Seul Mathieu restait impassible, les doigts entrecroisés sur la table, et une expression indéchiffrable. « Je ne prétends pas révolutionner ce qui fonctionne, » poursuivit Élise avec plus d'assurance, « mais j'aimerais proposer quelques idées pour renforcer l'impact de nos actions, notamment dans les zones rurales où l'accès aux services de base reste un défi. Des idées qui naissent certainement de votre profonde connaissance du panorama socio-économique national, interrompit Mathieu, d'un ton qui transformait le commentaire en une accusation à peine voilée. Élise soutint son regard, refusant de se laisser intimider. Des idées qui naissent de mon expérience personnelle, Monsieur Fontaine. J'ai grandi dans une communauté rurale de Provence où l'accès à une éducation et à des soins de qualité était un privilège, non un droit. Je sais par expérience directe ce que signifie pour un enfant avoir ou ne pas avoir ses opportunités. Quelque chose changea dans l'expression de Mathieu, une lueur de surprise qu'il ne put cacher à temps. Visiblement, il ne s'attendait pas à cette réponse directe et personnelle. « Intéressant », commenta Édouard Leroy se penchant en avant. « Pourriez-vous partager certaines de ces idées plus en détail ?» Durant les 20 minutes suivantes, Élise exposa sa vision pour étendre les programmes de la Fondation vers les communautés rurales, mettre en place des cliniques mobiles pour des soins médicaux préventifs et établir un système de bourses spécifiques pour les filles, qui statistiquement faisaient face à davantage d'obstacles pour poursuivre leur éducation. À mesure qu'elle parlait, elle remarqua comment les expressions autour d'elle se transformaient. Même Alexandra Duval, qui semblait initialement la plus sceptique, prenait maintenant des notes avec un intérêt évident. Seul Mathieu maintenait sa posture défensive, mais même lui avait cessé de l'interrompre pour l'écouter avec une attention analytique. « Vos propositions sont admirables, mademoiselle Laurent, » dit finalement Charles quand Élise termina son exposé. « Mais je dois demander, avez-vous envisagé les coûts de mise en œuvre? Étendre les opérations aux zones rurales implique des défis logistiques et financiers significatifs. » Avant qu'Élise ne puisse répondre, Mathieu intervint d'un ton mêlant condescendance et défi. « Ce que mon estimé Charles essaie de vous dire, mademoiselle Laurent, c'est que les bonnes intentions ne construisent pas d'école et ne perdent pas de salaire. La Fondation fonctionne avec un budget annuel de 6 millions d'euros, administré jusqu'à présent avec rigueur financière et des résultats mesurables. Êtes-vous prête à assumer cette responsabilité ?» La question résonna dans la salle comme un coup de feu. Élise sentit les doutes la guetter aux confins de son esprit, mais les écarta avec fermeté. Elle n'était pas venue jusqu'ici pour se laisser intimider. « Monsieur Fontaine, je comprends parfaitement que chaque euro compte lorsque nous parlons de fonds destinés à aider ceux qui en ont le plus besoin, » répondit-elle avec un calme qui surprit même Jacques. « C'est précisément pour cela que j'ai étudié les rapports financiers de la Fondation toute la semaine et j'ai identifié des domaines où nous pourrions optimiser les ressources sans compromettre la qualité de nos programmes. » Elle sortit de sa serviette un dossier contenant des graphiques et des projections qu'elle avait préparés avec l'aide de Lucie. Elle les distribua au présent, notant le regard d'approbation à peine dissimulé de Jacques. Comme vous pouvez le voir à la page 3, la Fondation dépense actuellement près de 30% de son budget en frais administratifs et consultations externes. Propose de réduire ce pourcentage à 20% en mettant en œuvre des processus plus efficaces et en renégociant les contrats avec les fournisseurs. Le visage de Mathieu se durcit. Certaines de ces consultations sont fournies par des entreprises du groupe Fontaine,
dit-il froidement. Suggérez-vous que mon père gaspillait l'argent de la fondation? Absolument pas, répondit Élise sans perdre son sang-froid. Je suggère que nous pouvons être plus efficaces. Si les entreprises du groupe Fontaine sont véritablement engagées dans la mission sociale, comme M. Richard l'a toujours affirmé, je suis sûr qu'elles seront disposées à renégocier leurs tarifs, voire à offrir certains services pro bono. Un murmure d'approbation parcourut la table. Élise avait touché un point sensible, l'héritage philanthropique de Richard Fontaine, quelque chose qu'aucun des présents, y compris Mathieu, ne pouvait remettre en question ouvertement. « J'admire votre audace, mademoiselle Laurent », concéda Mathieu après un bref silence. « Mais il y a une différence entre optimiser les ressources et compromettre la qualité des services que nous offrons. C'est précisément pour cela, » intervint Alexandra Duval, prenant la parole pour la première fois, que je crois que les propositions de mademoiselle Laurent méritent une analyse détaillée. Si nous pouvons faire plus avec les mêmes ressources, nous honorerions l'esprit innovant qui a toujours caractérisé Richard. La réunion se poursuivit pendant près de 3 heures, discutant point par point les propositions d'Élise et les projets en cours de la Fondation. À sa surprise, la majorité des membres du Conseil se montrèrent réceptifs et même enthousiastes face à ces idées, particulièrement celles liées à l'expansion vers les communautés rurales. Seul Mathieu maintint sa position critique, questionnant chaque projection financière, chaque estimation d'impact, comme s'il était déterminé à trouver la faille qui prouverait qu'Élise n'était pas préparée pour le poste. Lorsque finalement Charles Mendez conclut la réunion, Élise ressentait un mélange contradictoire d'épuisement et d'euphorie. Elle avait survécu à sa première épreuve du feu, et bien que la bataille fût loin d'être terminée, elle avait au moins gagné un espace de respect parmi ces hommes et femmes qui initialement la voyaient comme une intruse. Tandis qu'elle rassemblait ses documents, elle remarqua que Mathieu était resté dans la salle, apparemment absorbé par son téléphone. Les autres membres prirent congé cordialement, certains la félicitant même pour sa préparation. Jacques lui indiqua d'un geste qu'il l'attendrait dehors. Le silence tomba lourdement entre eux, lorsqu'ils se retrouvèrent seuls. Élise décida qu'il était temps d'affronter directement la tension. « Monsieur Fontaine, je comprends que ma présence ici ne vous soit pas agréable, mais je crois que nous voulons tous deux le meilleur pour la fondation et l'héritage de votre père. » Mathieu leva les yeux de son téléphone, et pour la première fois, Élise put voir autre chose que de la froideur dans ses yeux bleus. Il y avait de la confusion, de la colère contenue, et, étonnamment, de la vulnérabilité. « Ce que je ne comprends pas, » dit-il d'une voix contenue, « c'est pourquoi mon père confierait quelque chose d'aussi important à quelqu'un qu'il connaissait à peine. 6 mois, mademoiselle Laurent, vous n'avez été dans sa vie que 6 mois. » La tristesse dans cette observation était si palpable qu'Élise ressentit une pointe de compassion. Ce n'était pas seulement de l'orgueil blessé ou de l'ambition frustrée qui tourmentait Mathieu Fontaine, c'était quelque chose de beaucoup plus profond et douloureux, la sensation d'avoir été remplacé dans le cœur de son père. Parfois, répondit-elle doucement, « il ne faut pas toute une vie pour véritablement connaître quelqu'un. Votre père m'a beaucoup parlé de vous, vous savez. Il était immensément fier de vos réussites. » Mathieu laissa échapper un rire amer. « Je vous en prie, épargnez-moi les consolations bon marché. S'il était si fier, pourquoi ne m'a-t-il pas confié la fondation? Peut-être parce qu'il vous avait déjà confié tout le reste, suggéra Élise. Le groupe Fontaine, son héritage entrepreneurial, sa réputation dans le monde des affaires, peut-être a-t-il senti que la fondation nécessitait une approche différente. Pendant un instant, il sembla que ces paroles avaient touché une fibre sensible chez Mathieu. Son expression s'adoucit, et pour un moment, Élise entrevit l'homme derrière la façade d'exécutif implacable. Un homme qui, peut-être, cherchait encore l'approbation d'un père exigeant même après sa mort. Mais le moment passa aussi vite qu'il était venu. Mathieu se redressa, reprenant sa posture défensive. « Un conseil, mademoiselle Laurent. Ne confondez pas une réunion réussie avec la victoire. Le conseil peut être impressionné par vos idées romantiques sur l'aide aux défavorisés, mais j'ai toujours mes doutes sur vos véritables intentions. » Il s'approcha d'elle, envahissant délibérément son espace personnel. Élise put percevoir son parfum de bois précieux et d'agrumes, une fragrance qui accentuait sa présence intimidante. « Je vais découvrir ce que vous cherchez réellement, » murmura-t-il, si près que son souffle effleura la joue d'Élise. « Et quand je le ferai, croyez-moi, il n'y aura pas de testament pour vous protéger. » Sans attendre de réponse, Mathieu quitta la salle, laissant derrière lui un sillage de menaces implicites et un parfum qu'Élise, à sa propre surprise, trouva troublant et attirant. Jacques entra quelques secondes plus tard, son visage reflétant l'inquiétude. « Tout va bien ?» Mathieu semblait agité. Élise acquiesça, tentant de calmer les battements accélérés de son cœur. « Il est blessé. Il croit que je lui ai volé quelque chose qui lui appartenait. » « Cela ne lui appartenait pas, » corrigea Jacques avec fermeté. « Richard savait exactement ce qu'il faisait quand il t'a nommée administratrice. Et après t'avoir vue aujourd'hui, je comprends parfaitement pourquoi il l'a fait. » Les paroles d'encouragement de Jacques auraient dû la réconforter, mais Élise ne pouvait chasser de son esprit l'intensité de ses yeux bleus, ni la sensation de vulnérabilité
qu'elle y avait capté pendant un bref instant. Il y avait quelque chose chez Mathieu Fontaine, quelque chose de caché sous des couches d'arrogance et de méfiance, qui l'intriguait plus qu'elle n'était prête à l'admettre. « Que dirais-tu de célébrer ta première victoire autour d'un café ?» proposa Jacques, inconscient de ses pensées. « Je connais un endroit excellent à quelques rues d'ici. » Élise accepta avec gratitude, consciente qu'elle avait besoin d'un répit avant d'affronter le reste de la journée. Tandis qu'il quittait l'immeuble, elle ne put s'empêcher de se demander si Mathieu Fontaine l'observait depuis une fenêtre, planifiant son prochain mouvement dans ce jeu de pouvoir et de méfiance qui ne faisait que commencer. Ce qu'elle ignorait, c'est que Mathieu l'observait effectivement depuis son bureau à l'étage supérieur, avec une expression indéchiffrable et un verre de whisky à la main. Et qu'à côté de lui, sur son bureau, reposait un dossier contenant l'enquête exhaustive qu'il avait commandée sur Élise Laurent, une enquête qui avait révélé des détails sur son passé qu'elle-même ne connaissait pas entièrement. Des détails qui changeraient bientôt le cours de leur vie, à jamais. La maison de campagne en Dordogne, à moins de 4 heures de Paris, était exactement comme M. Richard l'avait décrite. Un havre de paix face à la rivière, avec des murs en pierre calcaire, des toits de tuiles ocre et un jardin qui semblait se fondre dans la forêt environnante. Lorsqu'Élise franchit le seuil pour la première fois, 3 semaines après cette tendue réunion inaugurale, elle sentit comme si une partie de M. Richard l'accueillait dans chaque recoin. Et il adorait cet endroit, commenta Madame Mercier, qui avait insisté pour l'accompagner lors de ce premier voyage. Il disait qu'ici, il pouvait entendre ses propres pensées, loin du bruit de la ville et des exigences de l'empire qu'il avait construit. Élise parcourut lentement le salon principal, avec ses grandes baies vitrées qui encadraient la rivière comme des tableaux vivants. Les murs étaient décorés de tableaux de peintres français, principalement des paysages et des scènes de la vie rurale qui résonnaient avec ses propres souvenirs d'enfance. « C'est magnifique », murmura-t-elle, s'arrêtant devant une photographie encadrée d'argent. Richard Fontaine, beaucoup plus jeune, souriant aux côtés d'une femme d'une beauté sereine, et d'un garçon d'une dizaine d'années aux yeux bleus inconfondables. « Est-ce la famille au complet ?» Madame Mercier acquiesça, s'approchant pour contempler l'image. « Claire, l'épouse de Monsieur Richard. Elle est décédée quand le petit Mathieu avait 12 ans. Cancer. Ce fut dévastateur pour eux deux. » Élise étudia le visage du petit Mathieu, si différent de l'homme dur et méfiant qu'il était devenu. Il y avait de la joie dans ses yeux d'enfant, une innocence que le temps et les circonstances semblaient avoir enterrée sous des couches de cynisme. « Monsieur Richard ne m'a jamais beaucoup parlé d'elle, » remarqua-t-elle, ressentant une pointe de culpabilité pour n'avoir pas posé plus de questions durant leur longue conversation avec le vieil homme. « Il n'en parlait presque avec personne, » répondit Madame Mercier, arrangeant distraitement un vase de fleurs sauvages sur la cheminée. La douleur ne l'a jamais vraiment quittée. Un silence confortable s'installa entre elles, tandis qu'elle poursuivait la visite de la maison. Chaque pièce révélait un aspect différent de la personnalité de Richard Fontaine. La bibliothèque remplie de premières éditions et de manuscrits anciens, le bureau avec des cartes de ses expéditions à travers la France et l'Europe, la terrasse avec son télescope pointant éternellement vers les étoiles. « Pourquoi moi, Madame Mercier ?» La question s'échappa des lèvres d'Élise lorsqu'elles atteignirent la chambre principale, un espace austère, mais accueillant, dominé par un lit en bois sculpté. De toutes les personnes qu'il a connues dans sa vie, pourquoi m'a-t-il choisi pour veiller sur son héritage le plus précieux? La vieille dame l'observa avec ce mélange de sagesse et d'affection qu'elle avait perfectionné au cours de décennies de service. Peut-être parce qu'il a vu en toi quelque chose qui lui rappelait ce qu'il était, avant que l'argent et le pouvoir ne le transforment, répondit-elle après une pause réfléchie. Ou peut-être parce que tu étais la seule qui l'écoutait vraiment, pas l'homme d'affaires puissant, mais l'homme fatigué et repentant de tant de décisions. Repentant ? Élise ne put cacher sa surprise. Il ne m'a jamais semblé être un homme avec des remords. Nous en avons tous, ma petite, surtout à la fin du chemin. Madame Mercier s'assit au bord du lit avec un soupir. Monsieur Richard a construit un empire, certes, mais à un coût que lui seul connaissait vraiment. Je crois qu'il a vu en toi une opportunité de rédemption, une façon de s'assurer qu'au moins une partie de son héritage servirait à autre chose qu'à accumuler des richesses. Les paroles de la vieille dame résonnèrent profondément en Élise. Durant le temps où elle avait pris soin de Monsieur Richard, elle avait perçu en lui une mélancolie sous-jacente, une tristesse que même ses anecdotes les plus animées ne parvenaient pas à dissiper complètement. Elle commençait maintenant à en comprendre les racines. « Monsieur Mathieu pense que j'ai manipulé son père pour en tirer profit, » dit-elle, tandis qu'elle retournait au salon principal. « Comment pourrais-je lui faire comprendre que tout ce que j'ai fait, c'est être là, l'écouter, le traiter comme un être humain et non comme un carnet de chèques sur pattes ?» Madame Mercier laissa échapper un éclat de rire face à cette description. Le petit Mathieu a ses propres démons, Élise. Sa relation avec son père était compliquée,
compétitive. Monsieur Richard était un homme exigeant qui exprimait rarement son approbation et Mathieu a grandi en essayant désespérément de gagner une reconnaissance qui n'arrivait presque jamais. Élise se rappela l'expression de vulnérabilité qu'elle avait captée dans les yeux de Mathieu lors de leur confrontation dans la salle du conseil. Elle commençait à comprendre que derrière cet homme apparemment sûr de lui et arrogant se cachait un enfant blessé qui cherchait encore l'approbation d'un père absent. « Il doit me détester », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour sa compagne. « Il ne te déteste pas, toi », corrigea Madame Mercier avec douceur. « Il déteste ce que tu représentes, le lien que tu as eu avec son père, un lien qu'il n'a jamais réussi à établir pleinement. » Le bruit d'un moteur interrompit leur conversation. À travers les baies vitrées, Élise put voir une Audi noire traverser l'allée d'entrée, soulevant un nuage de poussière sur son passage. « Quand on parle du loup », murmura Madame Mercier, secouant la tête avec résignation. Le cœur d'Élise fit un bond. Elle n'attendait pas de visite, et encore moins celle de Mathieu Fontaine. Depuis cette première réunion, ils ne s'étaient croisés que 2 fois, toujours dans le cadre formel de la Fondation et toujours en maintenant une distance professionnelle, chargée d'une tension à peine contenue. « Que fait-il ici ?» demanda-t-elle, ressentant un mélange contradictoire d'anxiété et étonnamment d'anticipation. « C'était aussi sa maison d'évasion », expliqua Madame Mercier, tout en se dirigeant vers la porte. Il venait souvent ici pour se déconnecter, surtout après un désaccord avec son père. J'imagine qu'il ne s'attendait pas à te trouver. Effectivement, l'expression de Mathieu lorsque Madame Mercier lui ouvrit la porte confirma que sa présence était une surprise désagréable pour lui. Il était habillé de manière décontractée, jean foncé, chemise bleue aux manches retroussées, jusqu'aux coudes et lunettes de soleil qu'il retira en entrant. Mais même l'absence de costume n'enlevait rien à sa présence imposante. « Madame Mercier », salua-t-il d'un hochement de tête avant de fixer son regard sur Élise. « Mademoiselle Laurent, je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie à la maison. »« Visiblement, » répondit-elle, résistant à l'envie de s'excuser. C'était après tout sa maison maintenant, du moins selon le testament qui faisait tant souffrir Mathieu. « Nous faisons un inventaire pour décider ce qui nécessite une réparation ou une rénovation. Inutile de vous donner cette peine, » répliqua-t-il froidement. « La maison a survécu des décennies sans vos amélioration. Je n'ai pas l'intention d'en changer l'essence, Monsieur Fontaine, précisa Élise, maintenant un ton professionnel malgré l'hostilité évidente. Je veux simplement m'assurer qu'elle reste en bon état, comme Monsieur Richard l'aurait souhaité. La mention de son père sembla toucher un point sensible chez Mathieu. Ses yeux bleus se durcirent et pendant un instant, Élise craignit d'avoir franchi une ligne invisible. « Bien entendu, dit-il finalement, avec un ton qui suintait le sarcasme. Vous savez mieux que quiconque ce que mon père aurait souhaité. » Madame Mercier, percevant la tension croissante, intervint avec l'autorité que seules les années de service lui conféraient. « Petit Mathieu, as-tu mangé quelque chose? J'ai préparé une quiche aux cèpes avant de quitter Paris. Elle est dans la cuisine. » La mention de ce plat, manifestement un favori, adoucit momentanément l'expression de Mathieu. « Merci, Madame Mercier. Peut-être plus tard. » Puis, s'adressant à Élise avec une formalité renouvelée, « Je suis seulement venu récupérer quelques documents dans le bureau de mon père. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. »« Cette maison reste aussi la vôtre, » répondit-elle, se surprenant elle-même par cette concession. « Vous n'avez pas besoin de justifier votre présence. » Quelque chose d'indéfinissable traversa le visage de Mathieu à ces mots. Surprise ? Gratitude, méfiance, quoi qu'il en soit, cela disparut aussi vite que c'était apparu. « Je vous remercie pour votre générosité, » répondit-il d'un ton qui contredisait ses paroles. « Si vous voulez bien m'excuser. » Sans attendre de réponse, il se dirigea vers le bureau, laissant derrière lui un silence chargé d'émotions contradictoires. « Ce garçon, » soupira Madame Mercier, secouant la tête, « si brillant pour les affaires et si maladroit pour tout le reste. » Élise resta immobile, tentant de traiter le mélange d'irritation et de curiosité que Mathieu Fontaine éveillait en elle. Elle ne pouvait nier que, au-delà de son arrogance et de son hostilité, il y avait quelque chose chez lui qui l'intriguait profondément. « Madame Mercier, » dit-elle finalement, « je crois que je vais faire un tour dans le jardin. J'ai besoin d'air frais. » La vieille dame acquiesça, un sourire énigmatique jouant aux commissures de ses lèvres. « Va, ma petite, et si tu veux un conseil de cette vieille femme qui a vu passer trop d'hivers, parfois, les personnes qui nous déconcertent le plus sont celles que nous avons le plus besoin de connaître. » Élise sortit par la porte arrière, reconnaissante pour la brise fraîche de la rivière qui caressa son visage. Le jardin partiellement sauvage descendait en terrasse naturelle jusqu'à une petite plage privée. Tandis qu'elle marchait entre les rosiers sauvages et les arbres fruitiers, elle tenta de mettre de l'ordre dans ses pensées. Que ressentait-elle exactement pour Mathieu Fontaine? De l'irritation, certainement, du ressentiment pour ses insinuations constantes sur des motifs cachés, mais aussi, bien malgré elle, une inexplicable attirance envers cette personnalité complexe, vers les éclairs de vulnérabilité qui filtrait occasionnellement à travers sa façade impénétrable. Si absorbée était-elle dans ses réflexions
qu'elle ne remarqua pas la présence qui s'approchait jusqu'à ce qu'une voix derrière elle la fasse sursauter. Impressionnant, n'est-ce pas? Élise se retourna pour trouver Mathieu à quelques pas de distance. Il y avait quelque chose de différent en lui, une tension moins marquée dans ses épaules, un éclat moins hostile dans son regard. Le jardin était la passion de ma mère, continua-t-il face au silence d'Élise. Après sa mort, mon père a engagé des jardiniers professionnels, mais n'a jamais permis qu'ils le domestiquent trop. Il disait qu'il préférait sa beauté sauvage, comme la sienne. Cette référence personnelle, si inattendue, laissa Élise momentanément sans voix. C'était la première fois que Mathieu partageait quelque chose d'intime, quelque chose qui n'était ni une attaque à peine voilée, ni une manifestation de méfiance. Elle devait être très spéciale, réussit-elle finalement à dire, pour inspirer tant d'amour, même après son départ. Un sourire triste, le premier véritable qu'Élise lui voyait, transforma le visage de Mathieu. Pendant un instant, elle put entrevoir l'enfant de la photographie, le fils qui avait perdu sa mère trop tôt. Elle l'était, répondit-il simplement. Parfois, je pense que mon père ne s'en est jamais vraiment remis, qu'une partie de lui est morte avec elle. Élise acquiesça, ressentant une connexion inattendue avec cet homme qui semblait habituellement exister dans un univers complètement différent du sien. La douleur ne nous quitte pas toujours, commenta-t-elle doucement. Parfois, nous apprenons seulement à vivre avec elle, à l'incorporer, à ce que nous sommes. Mathieu la regarda alors, la regarda vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. Ses yeux bleus, normalement froids et distants, semblaient chercher quelque chose dans le visage d'Élise, dans la profondeur de ses yeux verts. « J'ai trouvé ce que je cherchais », dit-il abruptement, brisant le moment. « Je m'en vais maintenant. S'il vous plaît, dites à Madame Mercier que je prendrai un peu de cette quiche pour la route. » Et ainsi, sans plus, il tourna les talons et commença à s'éloigner. Mais après quelques pas, il s'arrêta et se tourna partiellement vers elle. « Mademoiselle Laurent, Élise », le mot sonna étrange sur ses lèvres, comme si c'était la première fois qu'il le prononçait. « Je vous conseillerais de ne pas trop vous attacher à cet endroit. Les situations changent, les testaments peuvent être contestés, et les secrets finissent toujours par émerger. » Avant qu'Élise ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Mathieu reprit son chemin vers la maison, la laissant avec une inquiétude grandissante. À quel secret faisait-il référence? Que savait-il? Ou croyait-il savoir sur elle, qui justifiait cette constante méfiance? Depuis la terrasse, Madame Mercier observait la scène avec une expression pensive. Avec ses 70 et quelques années, elle avait vu trop de choses dans la vie pour ne pas reconnaître quand deux âmes étaient destinées à entrer en collision, pour le meilleur ou pour le pire. Et ce qu'elle venait de voir confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Entre Élise Laurent et Mathieu Fontaine, naissait quelque chose de complexe, contradictoire et potentiellement transformateur pour les deux. Elle espérait seulement que lorsque la tempête qui s'annonçait finirait par éclater, tous deux auraient la force nécessaire pour y survivre. L'histoire vous captive-t-elle? Ne manquez pas la suite. Laissez un like, commentez depuis quelle ville vous nous lisez et abonnez-vous pour être le premier à recevoir le prochain épisode plein d'émotions et de révélations. Le bureau central de la Fondation Fontaine bourdonnait d'activité en ce vendredi matin. Après 6 semaines comme administratrice, Élise commençait à se sentir à l'aise dans cet espace qui lui avait d'abord semblé si étranger. Sa proposition d'étendre les programmes éducatifs aux communautés rurales avait été approuvée à l'unanimité lors de la dernière réunion du conseil, même avec le soutien réticent de Mathieu qui, étonnamment, avait cessé de remettre en question chacune de ses initiatives. « Bonjour Camille !» salua-t-elle l'assistante administrative qui s'était révélée être une alliée inestimable pendant sa transition. « Avons-nous les rapports du projet pilote en Provence? Sur votre bureau, mademoiselle Laurent ?» répondit la femme avec efficacité. « Et monsieur Moreau a appelé pour confirmer votre rendez-vous de 11 h. Élise acquiesça, reconnaissante pour le rappel. Jacques avait mentionné quelque chose d'important qu'il devait en discuter en privé, bien qu'il n'ait pas précisé le sujet. « Autre chose ?» demanda-t-elle en consultant rapidement son agenda de la journée. Camille hésita, un geste inhabituel chez cette femme normalement déterminée. « Monsieur Mathieu Fontaine est passé très tôt ce matin. Il a laissé ceci pour vous. » Elle lui remit une enveloppe manila fermée, sans aucune indication externe, sauf le nom d'Élise, écrit à la main d'une calligraphie ferme et élégante. « A-t-il dit quelque chose en la laissant ?» demanda Élise, essayant d'ignorer la soudaine accélération de son pouls. Seulement que c'était une information que vous deviez voir dès que possible. Depuis cette étrange rencontre en Dordogne 3 semaines plus tôt, leurs interactions avaient été exclusivement professionnelles, lors de réunions où ils maintenaient une courtoisie distante qui déconcertait ceux qui avaient assisté à leurs confrontations initiales. La menace voilée concernant des secrets qui viendraient à la lumière ne s'était pas matérialisée. Jusqu'à présent. Merci, Camille. S'il vous plaît, assurez-vous qu'on ne me dérange pas jusqu'à l'arrivée de monsieur Moreau. Une fois seule dans son bureau, Élise contempla l'enveloppe avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Quoi qu'elle contienne, Mathieu Fontaine considérait
que c'était suffisamment important pour le livrer personnellement. Avec des doigts légèrement tremblants, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, elle trouva un dossier médical ancien, jauni par le temps, portant l'en-tête de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le nom du patient lui coupa momentanément le souffle. Claire Duval de Fontaine, la mère de Mathieu. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura-t-elle pour elle-même en parcourant les documents. Il s'agissait de rapports médicaux détaillés sur le traitement du cancer que Claire avait reçu, y compris des notes manuscrites des médecins traitants. Un nom en particulier attira son attention. Dr Gabriel Laurent Vidal, son père. Le monde sembla s'arrêter autour d'Élise. Son père, décédé 5 ans plus tôt, avait été médecin rural en Provence toute sa vie professionnelle. Il n'avait jamais mentionné avoir travaillé à Paris, et encore moins avoir traité l'épouse de l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Jointe au dossier, elle trouva une lettre écrite de la même calligraphie que celle de l'enveloppe. « Mademoiselle Laurent, ce que vous avez entre les mains n'est qu'une petite partie des informations que j'ai recueillies. Je crois qu'il est temps d'avoir une conversation honnête. Je vous attends dans mon bureau à 14 heures. L'adresse est notée au verso. MF. » Élise laissa tomber la lettre sur le bureau, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Quelle connexion pouvait exister entre son père et la famille Fontaine? Était-ce à cela que Mathieu faisait référence quand il parlait de secret? Le son de son téléphone l'arracha à ses pensées. C'était Jacques, annonçant qu'il était arrivé plus tôt que prévu. « Faites-le entrer », indiqua-t-elle à Camille, décidant qu'elle avait besoin de partager cette découverte avec quelqu'un de confiance. L'expression habituellement sereine de Jacques se transforma en inquiétude en voyant l'état d'agitation d'Élise et les documents éparpillés sur le bureau. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, fermant soigneusement la porte derrière lui. « Mathieu Fontaine a déposé ceci pour moi ce matin », expliqua Élise, désignant le dossier. « Ce sont des dossiers médicaux de Claire, la mère de Mathieu, où figure le nom de mon père comme l'un de ses médecins traitants. » Jacques prit place face à elle, examinant les documents avec une attention professionnelle. « Ton père a travaillé à Paris? Il ne l'a jamais mentionné, » répondit Élise, passant une main dans ses cheveux en signe de frustration. « Toute ma vie, j'ai cru qu'il avait exercé exclusivement en Provence. Je ne comprends pas ce que cela signifie ou pourquoi Mathieu me le montre maintenant. Qu'a-t-il envoyé d'autre ?» Jacques examina la lettre avec une expression de plus en plus sombre. « Cela ressemble à une sorte d'intimidation ou une invitation à clarifier quelque chose, » suggéra Élise, essayant de garder l'esprit ouvert malgré l'anxiété qui grandissait en elle. « Jacques, est-ce que Monsieur Richard a jamais mentionné mon père ou une connexion antérieure avec moi ou ma famille ?» L'avocat secoua lentement la tête. « Pas que je me souvienne. J'ai toujours supposé qu'il t'avait rencontré quand tu as commencé à travailler comme son infirmière. » Élise se leva, incapable de rester assise alors que son monde semblait s'effondrer et se reconstruire avec chaque nouvelle information. « Je dois comprendre ce qui se passe, » déclara-t-elle finalement. « Je vais rencontrer Mathieu cet après-midi. Je ne pense pas qu'il soit prudent d'y aller seul, » avertit Jacques, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Laisse-moi t'accompagner. J'apprécie ton offre, mais c'est quelque chose que je dois affronter personnellement. » La détermination dans sa voix ne laissait pas place à la discussion. « Cependant, il y a quelque chose où tu pourrais m'aider avant. Tout ce dont tu as besoin, » assura-t-il, soulagé de pouvoir être utile. « Pourrais-tu vérifier s'il existe un document, n'importe quoi, qui relie mon père à la famille Fontaine? Contrat, correspondance, tout enregistrement antérieur à mon arrivée comme infirmière de Monsieur Richard. » Jacques acquiesça, calculant déjà mentalement où chercher. « Je m'y mettrai immédiatement. Mais Élise, quoi qu'il arrive cet après-midi, rappelle-toi que ta position à la Fondation est légalement protégée. Mathieu ne peut pas changer cela, quel que soit ce qu'il croit avoir découvert. » Les paroles de Jacques se voulaient rassurantes, mais pour Élise, la préoccupation n'avait jamais été de perdre son poste ou les avantages matériels. Ce qu'elle craignait, c'était de découvrir que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa relation avec M. Richard, sur son propre passé, avait été construit sur un mensonge. Les heures jusqu'à sa rencontre avec Mathieu s'écoulèrent avec une lenteur exaspérante. Élise essaya de se concentrer sur son travail, de passer en revue les rapports en attente, mais son esprit revenait sans cesse à ces documents et au nom de son père écrit dans un contexte totalement inconnu pour elle. À 13h45, elle se retrouva dans un taxi en direction des bureaux centraux du groupe Fontaine, un imposant gratte-ciel de verre et d'acier qui dominait l'horizon de l'avenue des Champs-Élysées. Contrairement au siège de la Fondation, avec son ambiance accueillante et son objectif altruiste, ce bâtiment émanait le pouvoir corporatif dans chaque centimètre de son architecture. « Mademoiselle Laurent, Monsieur Fontaine vous attend », l'accueillit une assistante impeccablement vêtue avec une efficacité qui frôlait le robotique. « Veuillez me suivre. » On la conduisit vers un ascenseur privé qui les mena directement au penthouse, occupant tout le dernier étage de l'immeuble. Les portes s'ouvrirent pour révéler un espace qui était à la fois bureau et résidence, avec des baies vitrées du sol au plafond,
offrant une vue panoramique de la ville. Mathieu Fontaine se tenait debout près de l'une de ces baies, contemplant le paysage urbain qui s'étendait à ses pieds. Il portait un costume gris foncé qui accentuait la largeur de ses épaules et le bleu intense de ses yeux lorsqu'il se tourna finalement pour la regarder. « Merci d'être venu », dit-il en guise de salutation, avec une formalité qui contrastait avec la tension évidente dans sa posture. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire ? Je préférerais que nous allions droit au but, » répondit Élise, tenant le dossier médical qu'elle avait apporté. « Que signifie ceci, monsieur Fontaine? Pourquoi le nom de mon père figure-t-il dans les dossiers médicaux de votre mère ?» Mathieu désigna un coin de la pièce aménagé en salon, avec des canapés en cuir blanc disposés autour d'une table basse en verre. « S'il vous plaît, asseyez-vous, c'est une longue histoire. » Élise hésita un instant, mais la curiosité l'emporta sur sa méfiance. Elle s'assit au bord de l'un des canapés, tandis que Mathieu occupait la place en face d'elle. « Ma mère est tombée malade quand j'avais 10 ans, commença-t-il, sa voix adoptant un ton qu'Élise ne lui avait jamais entendu, plus doux, plus vulnérable. Cancer du pancréas. Diagnostiqué trop tard. Les meilleurs spécialistes du pays lui ont donné 6 mois à vivre. Il fit une pause, comme s'il avait besoin de rassembler ses forces pour continuer. Mon père, un homme habitué à tout contrôler dans sa vie, a refusé d'accepter le diagnostic. Il a cherché des 2e, 3e, 10e avis. Il a consulté des spécialistes du monde entier. Et puis quelqu'un lui a parlé d'un médecin en Provence qui expérimentait des traitements alternatifs basés sur la médecine traditionnelle, combinés avec des thérapies conventionnelles. Élise sentit l'air quitter ses poumons. « Mon père », murmura-t-elle. Mathieu acquiesça. Gabriel Laurent. Un médecin brillant selon tous les rapports, avec des idées révolutionnaires mais sans les ressources pour les développer pleinement. Mon père l'a convaincu de venir à Paris, lui a offert un laboratoire, un financement illimité, tout ce dont il avait besoin pour tenter de sauver ma mère. La pièce sembla tourner autour d'Élise. Son père n'avait jamais mentionné quoi que ce soit à ce sujet, jamais parlé de laboratoire ou de recherche dans la capitale. C'est impossible, articula-t-elle. « Mon père n'a jamais quitté la Provence. J'aurais su si c'était avant votre naissance, interrompit Mathieu avec douceur. Et cela n'a duré que quelques mois. Votre père est retourné en Provence après que ma mère soit décédée malgré ses efforts. » Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. Élise essayait d'assimiler cette nouvelle information, de l'intégrer dans le récit de sa vie, dans tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. « Si cela s'est passé il y a si longtemps, pourquoi est-ce pertinent maintenant ? » demanda-t-elle finalement. « Quel rapport avec le fait que M. Richard m'ait confié l'administration de la fondation ?» Mathieu se leva et marcha jusqu'à un bar dans le coin de la pièce. Il se servit un whisky et en but une gorgée avant de répondre. « Parce que ce n'était pas la dernière fois que votre père et le mien se sont rencontrés, » dit-il finalement, revenant vers elle avec une enveloppe différente entre les mains. « Ils sont restés en contact pendant des années. Mon père a discrètement financé les recherches de votre père en Provence. Et quand il est tombé malade, quand il a su qu'il lui restait peu de temps, il a cherché la fille de l'homme qui avait tenté de sauver son épouse, » compléta Élise, sentant que les pièces commençaient à s'assembler. « Exactement. » Mathieu lui tendit l'enveloppe. « Voici ce que j'ai trouvé dans le coffre-fort personnel de mon père après sa mort. Lettres, rapports, virements bancaires, une relation de plusieurs décennies que ni l'un ni l'autre n'a jamais mentionnée à leurs familles respectives. » D'une main tremblante, Élise ouvrit l'enveloppe. Effectivement, elle contenait des lettres écrites avec la calligraphie inconfondable de son père, des rapports médicaux sur des recherches dans les communautés rurales et des reçus de virements périodiques d'entreprises du groupe Fontaine vers un compte au nom d'une fondation provençale dont Élise n'avait jamais entendu parler. « Pourquoi me montrez-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle, levant les yeux vers Mathieu, qui l'observait avec une intensité déconcertante. « Parce que lorsque mon père vous a nommée administratrice de la fondation, j'ai supposé le pire, admit-il avec une franchise surprenante. J'ai pensé que vous étiez une opportuniste qui avait manipulé un vieil homme vulnérable. Mais j'ai commencé à enquêter, à chercher quelque chose que je pourrais utiliser pour contester le testament. » Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux, dans un geste inhabituellement nerveux pour lui. « Et au lieu de cela, j'ai trouvé ceci, une connexion qui remonte à avant votre naissance. » Élise resta silencieuse, essayant d'assimiler les implications de ce qu'elle découvrait. Son père, l'homme simple et dévoué qu'elle croyait connaître, avait mené une vie parallèle de recherche financée par l'un des hommes les plus puissants de France. Et M. Richard, à la fin de sa vie, avait cherché la fille de ce médecin qui avait tenté de sauver son épouse des décennies plus tôt. « Pensez-vous que M. Richard m'a engagé pour mon nom de famille ?» demanda-t-elle finalement. « Qu'il m'a nommée administratrice par une sorte de dette envers mon père ?» L'expression de Mathieu s'adoucit de façon inattendue. « Au début, c'est exactement ce que je pensais, mais après vous avoir vu travailler ces dernières semaines, après avoir vu comment
comment le conseil répond à vos idées, comment les employés vous respectent. Je commence à croire que mon père a vu en vous quelque chose de plus qu'un nom de famille. Le même éclat qu'il avait reconnu chez votre père il y a tant d'années. Quelque chose dans la façon dont Mathieu prononça ces mots fit qu'Élise leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, bleu contre vert, et pour la première fois il n'y avait pas d'hostilité dans ce regard, mais quelque chose de beaucoup plus complexe et perturbant, de l'admiration, du respect et quelque chose d'autre qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. « Pourquoi me dites-vous tout cela maintenant ?» demanda Élise, soudainement consciente de la courte distance qui les séparait, du subtil parfum boisé et agrumé qui émanait de lui. « Parce que vous méritiez de le savoir. » répondit-il simplement, « parce que j'ai passé des semaines à chercher des raisons de vous haïr, et tout ce que j'ai trouvé, ce sont des raisons pour... » Il s'arrêta, comme s'il avait été sur le point de révéler trop. « Des raisons pour respecter la décision de mon père, » compléta-t-il finalement. Le silence qui suivit était chargé de tension, mais d'un type différent de celle qui existait habituellement entre eux. C'était la tension de deux personnes découvrant chez l'autre des couches qu'elles ne savaient pas exister, de vérités longtemps cachées, remontant à la surface. « Que faisons-nous maintenant » demanda Élise, se surprenant elle-même par l'intimité implicite dans la question. Mathieu sembla également surpris, mais ne recula pas. « Maintenant, dit-il lentement, je crois qu'il est temps que nous honorions véritablement l'héritage de nos pères, non pas comme adversaires, mais comme... » Il hésita, cherchant le mot juste. « Comme partenaire, peut-être. »« Partenaire » répéta Élise, incapable de cacher son scepticisme. « Il y a à peine quelques semaines, vous étiez convaincu que j'étais une chercheuse de fortune. » Un sourire inattendu, authentique et étonnamment chaleureux transforma le visage habituellement sérieux de Mathieu. « Et je continue à penser que vous êtes dangereuse, » répondit-il, mais sans hostilité dans sa voix. « J'ai simplement changé d'avis sur le type de danger que vous représentez. » Avant qu'Élise ne puisse saisir le sens caché de ses paroles, le téléphone de Mathieu sonna, brisant le moment. Il regarda l'écran en fronçant les sourcils. « Je dois répondre, » s'excusa-t-il. « C'est le bureau de Lyon. Nous attendons cet appel depuis des jours. » Élise acquiesça, presque reconnaissante de l'interruption qui lui donnait le temps de mettre de l'ordre dans ses pensées et ses émotions. Elle se leva, ramassant soigneusement les documents. « Je devrais y aller, » dit-elle. « J'ai besoin de temps pour assimiler tout cela. » Mathieu hocha la tête, son expression redevenant professionnelle, bien qu'avec une nuance différente qu'Élise ne pouvait pas définir clairement. « Bien sûr, mais il y a autre chose que vous devriez savoir, » ajouta-t-il, tandis qu'il l'accompagnait vers l'ascenseur. « La semaine prochaine, je dois me rendre en Provence pour superviser l'expansion d'une de nos usines. Je serai près de Saint-Rémy-de-Provence. » Élise s'arrêta, surprise qu'il connaisse le nom de son village natal. « J'ai pensé que peut-être, » continua Mathieu avec une hésitation qui contrastait avec son assurance habituelle, « vous voudriez m'accompagner, visiter votre région, et peut-être mieux comprendre cette connexion entre nos familles. » La proposition la prit complètement au dépourvu. Retourner en Provence avec Mathieu Fontaine, l'homme qui jusqu'à récemment la considérait comme une opportuniste, le fils de l'homme qui avait changé le cours de sa vie, sans même qu'elle le sache. « J'y réfléchirai, » répondit-elle finalement, incapable de s'engager à ce moment-là. « Je vous le ferai savoir. » Mathieu acquiesça sans insister, et lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent entre eux, Élise eut l'étrange sensation que quelque chose de fondamental avait changé, non seulement dans sa compréhension du passé, mais aussi dans la trajectoire de son avenir. Le paysage montagneux des Alpilles se déployait majestueusement à travers la vitre de la voiture, un spectacle de verts intenses, parsemé de fleurs sauvages, qu'Élise n'avait pas contemplé depuis près de 3 ans. La route serpentait entre vallées et collines, montant progressivement vers Saint-Rémy-de-Provence, le petit village où elle était née et avait grandi. « C'est magnifique », commenta Mathieu, rompant un silence qui s'était prolongé durant les derniers kilomètres. « Je comprends maintenant pourquoi tu parlais de cet endroit avec tant de passion. » Élise acquiesça, surprise de sentir un nœud dans sa gorge. Revenir chez soi éveillait toujours des émotions contradictoires en elle, nostalgie, gratitude, mais aussi le souvenir lancinant de tout ce qu'elle avait laissé derrière elle pour poursuivre ses rêves dans la capitale. Mon père disait que ces montagnes renfermaient plus de sagesse que toutes les bibliothèques du monde, répondit-elle finalement. Je crois que c'est ici qu'il a trouvé l'inspiration pour bon nombre de ses recherches. Des recherches financées secrètement par Richard Fontaine, un détail qu'elle avait encore du mal à assimiler complètement, malgré avoir minutieusement examiné toute la documentation que Mathieu lui avait remise. Mon père n'a jamais beaucoup parlé de son temps en Provence, commenta Mathieu, le regard fixé sur la route sinueuse. Mais parmi ces papiers, j'ai trouvé un journal où il mentionnait cet endroit. Il écrivait sur la paix qu'il y avait trouvée, sur la façon dont cela lui rappelait les lieux qu'il visitait avec ma mère. L'évocation de Clairefontaine fit qu'Élise observa du coin de l'œil le profil de Mathieu. Son expression s'était adoucie, révélant une vulnérabilité qu'il laissait rarement entrevoir. « C'est étrange, tu ne trouves pas ?» poursuivit-il. « Comment nos chemins ont été entrelacés pendant des décennies
sans que nous le sachions. Élise acquiesça, pensant aux lettres qu'elle avait trouvées dans la documentation. Des lettres où son père et Monsieur Richard échangeaient non seulement des informations médicales, mais aussi des réflexions sur la vie, la mort, la paternité. Deux hommes apparemment opposés, unis par la perte et le respect mutuel. « Nous sommes arrivés », annonça le chauffeur qui les avait récupérés à l'aéroport de Marseille, interrompant ses pensées. Saint-Rémy-de-Provence s'étendait devant eux, un ensemble de maisons simples regroupées autour d'une place centrale, dominée par une petite église romane. Les rues pavées, les façades blanchies à la chaux avec des portes aux couleurs vives, les enfants jouant sur la place, tout était pratiquement identique à ses souvenirs. « Par où commencer ?» demanda Mathieu, une fois que le chauffeur eut déposé leurs bagages devant la petite auberge où ils séjourneraient. « Par la maison », répondit Élise sans hésiter. « Je dois voir si Madame Solange tient toujours sa promesse de s'en occuper. » Ils marchèrent en silence dans les rues escarpées du village, salués occasionnellement par d'anciens voisins qui reconnaissaient Élise avec des exclamations de surprise et de joie. Chacune de ces rencontres s'accompagnait de regards curieux vers son compagnon, dont la présence élégante et urbaine paraissait si déplacée dans ce cadre rustique. La maison de la famille Laurent se trouvait à la périphérie du village, une construction simple en pierre avec un petit jardin d'herbes médicinales qui avait fait la fierté de son père. En s'approchant, Élise eut l'impression que le temps se repliait sur lui-même, la transportant dans son enfance, aux après-midi passés à apprendre les noms et propriétés de chaque plante, sous la tutelle patiente de son père. « Élise, ma petite !» La voix familière de Madame Solange, la femme qui avait promis de veiller sur la propriété après la mort de ses parents, l'arracha à ses souvenirs. La vieille dame se précipita vers elle, l'enveloppant dans une étreinte qui sentait la lavande et le chocolat chaud. Ses yeux foncés, encadrés par un réseau de rides, brillaient de larmes contenues. « Regarde-toi comme tu es belle !» Ta mère serait si fière, et ton père deviendrait fou de joie en te voyant ainsi, toute une dame de la capitale. Élise présenta Mathieu, expliquant vaguement qu'il était son patron et qu'ils étaient dans la région pour des affaires liées à la fondation. La vieille dame le scruta d'un regard perspicace qui fit rougir Élise, comme si elle pouvait voir au-delà de l'excuse professionnelle jusqu'à la relation complexe qui se développait entre eux. « Entrez, entrez !» insista Madame Solange. « Je vais vous préparer un chocolat chaud. Je suis sûre que ce beau jeune homme n'a jamais goûté un chocolat provençal comme le mien. » L'intérieur de la maison était resté pratiquement identique à celui qu'Élise se rappelait. Les mêmes meubles simples, mais bien entretenus, les mêmes rideaux brodés à la main par sa mère, les mêmes livres de médecine alignés sur les étagères qui couvraient tout un mur. La seule nouveauté était une photographie encadrée d'elle lors de sa remise de diplôme d'infirmière, placée en évidence sur la cheminée. « Je l'ai mise là pour que tes parents puissent te voir », expliqua Madame Solange, suivant son regard. « Je leur raconte tout ce qui te concerne quand je balaie ou arrose les plantes. Comme ça, ils ne se sentent pas trop seuls. » Élise sentit que les larmes menaçaient de la submerger. Elle avait oublié la sagesse simple de ces gens, cette façon de parler de la mort non pas comme une absence définitive, mais comme une transformation, une présence différente, mais constante. Pendant que Madame Solange s'affairait dans la cuisine, Mathieu parcourait la pièce avec une curiosité respectueuse, s'arrêtant particulièrement devant la bibliothèque. « Ton père était un homme cultivé », commenta-t-il, passant un doigt sur les dos de livres qui allèrent de la médecine traditionnelle aux dernières avancées oncologiques de son époque. « Autodidacte, en grande partie », répondit Élise, le rejoignant. « Il a étudié à Marseille grâce à une bourse, mais il disait toujours que sa véritable éducation venait de ses livres et des guérisseurs traditionnels de la région. » Mathieu acquiesça, extrayant délicatement un volume sur les traitements expérimentaux contre le cancer, publié au début des années 1990. En l'ouvrant, une enveloppe jaunie tomba au sol. Élise la ramassa, reconnaissant instantanément la calligraphie élégante sur l'extérieur. « C'est de ton père », murmura-t-elle, tendant l'enveloppe à Mathieu. Il la prit d'une main légèrement tremblante. « Puis-je » Élise acquiesça, retenant son souffle, tandis qu'il extrayait une lettre écrite sur du papier à en-tête du groupe Fontaine. « Mon cher Gabriel », lut Mathieu à voix basse, « tu trouveras ci-joint les fonds pour poursuivre tes recherches. Les résultats préliminaires sont prometteurs, et bien qu'ils soient arrivés trop tard pour Claire, ils pourront peut-être sauver d'autres vies. Mon fils Mathieu a eu 15 ans hier, et je ne peux m'empêcher de penser à ce que serait la vie si elle était encore là pour le voir devenir un homme. » Sa voix se brisa légèrement. Il plia la lettre et la remit dans l'enveloppe avec un soin révérencieux. « Il ne me parlait jamais d'elle, dit-il finalement, avec une vulnérabilité qu'Élise n'avait jamais vue chez lui. Je n'ai jamais su qu'il souffrait encore tant de son absence. » Élise posa une main sur son bras, un geste instinctif de réconfort qui les surprit tous les deux. Peut-être était-ce trop douloureux. Parfois, nous gardons le silence précisément sur ce qui compte le plus pour nous. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, quelque chose changea entre eux. Ce ne fut pas un changement dramatique comme dans les romans romantiques, mais quelque chose de subtil
et pourtant profond. La reconnaissance mutuelle de deux âmes marquées par des pertes similaires, unies par des liens qui avaient commencé à se tisser bien avant qu'ils ne se rencontrent. Le moment fut interrompu par Madame Solange, qui revint avec un plateau de tasses fumantes et un sourire suggérant qu'elle avait été témoin de plus qu'elle ne le laisserait paraître. Ils passèrent le reste de l'après-midi à parcourir le village. Élise présenta Mathieu comme un ami de Paris, une description qui semblait à la fois insuffisante et prématurée. Ils visitèrent l'école où sa mère avait enseigné, la petite clinique où son père avait soigné des générations d'habitants du village et finalement, au crépuscule, le cimetière où reposaient ses parents. Mathieu se tint à une distance respectueuse, tandis qu'Élise nettoyait les tombes et déposait des fleurs sauvages qu'ils avaient cueillis durant leur promenade. Quand il s'approcha enfin, ce fut avec une révérence qui émut profondément Élise. « Merci, docteur Laurent », dit-il à voix basse, regardant la tombe de son père, « d'avoir essayé de sauver ma mère. Et merci à vous deux, » ajouta-t-il, s'adressant aux deux tombes, « d'avoir élevé une femme extraordinaire. » Le chemin du retour vers l'auberge se fit dans un silence confortable, chacun traitant les émotions et les révélations de la journée. La nuit était tombée sur le village, et le ciel étoilé des Alpilles offrait un spectacle qu'aucune lumière citadine ne pouvait égaler. « Demain matin, j'ai la réunion à l'usine », commenta Mathieu, alors qu'ils s'arrêtèrent devant la porte de la chambre d'Élise. « Je serai probablement occupé la majeure partie de la journée. »« Ce n'est pas grave, » répondit-elle. « Je veux rendre visite à quelques amis de ma mère, et il y a un endroit spécial où j'aimerais aller. » Mathieu acquiesça, mais semblait réticent à prendre congé. Finalement, avec un geste presque imperceptiblement hésitant, il prit la main d'Élise et la serra doucement. « Merci d'avoir partagé ton monde avec moi aujourd'hui, » dit-il avec une sincérité qui était presque douloureuse chez quelqu'un habituellement si réservé. « Cela m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, sur mon père, sur toi, sur moi-même. » Élise sentit son cœur faire un bond, déconcertée par l'intensité de sa propre réaction à ce simple contact, à ces mots prononcés d'une voix grave dans la pénombre du couloir. « Merci à toi de vouloir comprendre, » répondit-elle finalement, consciente qu'il parlait de quelque chose de bien plus profond qu'un simple voyage dans son village natal. Lorsque leurs mains se séparèrent enfin, Élise entra dans sa chambre avec la certitude que, quoi qu'il arrive ensuite, rien ne serait plus jamais pareil entre eux. Le lendemain matin se leva clair et frais, avec cet air pur et parfumé qu'Élise avait tant regretté en ville. Elle déjeuna tôt, alors que Mathieu était déjà parti pour sa réunion, puis elle entreprit le chemin vers une destination qu'elle n'avait pas partagée avec lui, la grotte dans la montagne, où son père avait l'habitude de rencontrer les guérisseurs locaux pour échanger des connaissances. Le sentier était escarpé et étroit, bordé d'une végétation luxuriante qui s'ouvrait occasionnellement pour offrir des vues spectaculaires sur la vallée. Élise avançait avec l'assurance de quelqu'un qui connaît chaque pierre et chaque virage, bien que cela fasse des années qu'elle n'avait pas emprunté ce chemin. La grotte s'ouvrait dans le flanc de la montagne, comme une bouche sombre parmi la végétation. En s'approchant, Élise perçut l'odeur familière d'herbes séchées et d'encens qu'elle associerait toujours à son père. Elle ne s'attendait pas à y trouver quelqu'un, mais en entrant, elle distingua la silhouette d'un homme âgé assis près d'un petit feu. « Monsieur Jacques » s'exclama-t-elle, reconnaissant le guérisseur qui avait été le mentor et l'ami de son père. « Je ne savais pas que vous veniez encore ici. » Le vieil homme leva les yeux et ses yeux ridés brillèrent de reconnaissance. « Élise Laurent, » dit-il d'une voix étonnamment forte pour quelqu'un de son âge. « Je t'attendais. Vous m'attendiez, mais si moi-même je ne savais pas que je viendrais jusqu'à hier. » Le vieil homme sourit énigmatiquement. « Ton père m'a prévenu que tu viendrais. Lui et moi continuons à converser, bien que d'une manière que les gens de la ville ne comprendraient pas. » Au lieu de remettre en question cette affirmation, Élise s'assit face à lui, respectant les croyances qui avaient fait partie intégrante de son éducation. Le feu crépitait doucement entre eux, projetant des ombres dansantes sur les parois de la grotte. « Tu es revenu chercher des réponses, » poursuivit monsieur Jacques, non pas comme une question, mais comme une constatation. Sur ton père, sur l'homme riche de la ville, sur le chemin qui t'a mené jusqu'ici. Élise acquiesça sans vraiment s'étonner de la précision de ses paroles. Monsieur Jacques avait toujours eu cette capacité à lire les gens. « Ton père et Richard Fontaine, » dit le vieil homme, attisant le feu avec un bâton, étaient plus semblables qu'on n'aurait pu l'imaginer. Deux hommes têtus, brillants, obsédés par l'idée de sauver des vies, chacun à sa manière. Quand madame est tombée malade, Richard cherchait désespérément un miracle. Ton père n'en a jamais promis un. Il a simplement offert une voie différente, une approche qui combinait le meilleur de deux mondes. Vous les avez connus tous les deux ? Demanda Élise, surprise. Monsieur Jacques acquiesça. Richard est venu ici plusieurs fois après la mort de son épouse. Il venait seul, sans que son fils le sache. Il cherchait du réconfort, de la compréhension, peut-être le pardon. Le pardon? Pourquoi aurait-il besoin de pardon? Le vieil homme la regarda fixement à travers les flammes. Nous portons tous des culpabilités, Élise. Richard se sentait coupable d'avoir échoué envers son épouse, que son argent et son pouvoir n'aient pas suffi à la sauver. Et puis, il y avait son fils, Mathieu.
murmura-t-elle. Un enfant qui a perdu sa mère et, à bien des égards, son père ce jour-là, confirma M. Jacques. Richard s'est réfugié dans le travail, dans la construction d'un empire encore plus grand, comme si cela pouvait combler le vide. Ce n'est que des années plus tard qu'il a compris ce qu'il avait perdu en chemin. Élise pensa à Mathieu, à sa froideur initiale, aux couches de défense qu'il avait érigées autour de lui, aux éclairs de vulnérabilité qu'il laissait parfois entrevoir. Et maintenant, vous deux êtes liés par un lien qui a commencé avant ta naissance, poursuivit le vieil homme. Ce n'est pas une coïncidence, Élise. Dans notre tradition, nous croyons qu'il y a des chemins qui sont tracés dans les étoiles bien avant que nous n'y posions le pied. Je ne comprends pas ce que cela signifie pour nous maintenant, confessa-t-elle. Tout a changé si vite. Monsieur Jacques sourit avec la sagesse tranquille de quelqu'un qui a vu trop d'aurores pour s'inquiéter des petites tempêtes de la vie. Cela signifie ce que vous déciderez que cela signifie, répondit-il simplement. Le passé nous façonne, mais ne nous détermine pas. Ton père et Richard ont tissé les fils qui vous ont amené jusqu'ici. Ce que vous ferez de ce tissu maintenant, c'est votre choix. Il tendit la main et lui remit une petite bourse en cuir. Ton père a laissé ceci pour toi. Il a dit que tu saurais quand le moment serait venu de l'ouvrir. Élise prit la bourse, sentant un poids plus important que sa taille ne le suggérait. « Merci », murmura-t-elle, émue par cet héritage inattendu. Lorsqu'elle quitta finalement la grotte, le soleil commençait à descendre vers l'horizon. Le chemin de retour au village semblait différent maintenant, comme si les paroles de M. Jacques avaient subtilement altéré sa perception du paysage familier. En arrivant à l'auberge, elle trouva Mathieu qui l'attendait dans le petit jardin. Il y avait quelque chose de différent en lui aussi, une sérénité qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant, comme si ses propres expériences de la journée avait transformé quelque chose en lui. « Je t'ai cherché dans tout le village », dit-il en guise de salutation, sans reproche dans sa voix, seulement une préoccupation sincère. « J'avais besoin de visiter un endroit spécial », répondit-elle, lui montrant la petite bourse, et j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Sous la douce lumière du crépuscule, assis dans un coin tranquille du jardin, Élise ouvrit soigneusement l'héritage de son père. À l'intérieur, elle trouva une clé ancienne et une lettre écrite avec la calligraphie inconfondable qu'elle avait si souvent vue sur des ordonnances et des notes d'études. « Ma chère Élise », lut-elle à haute voix, sentant la présence de Mathieu à côté d'elle, comme une encre à la réalité, tandis que les mots de son père la transportaient à travers le temps. « Si tu lis ceci, cela signifie que tu as commencé à découvrir la véritable nature de ma relation avec Richard Fontaine. Il y a tant de choses que je ne t'ai jamais dites, tant de choses que j'aurais dû partager avec toi. » La lettre continuait, expliquant comment la collaboration professionnelle entre les deux hommes avait évolué vers une amitié profonde basée sur le respect mutuel et des expériences partagées de perte et de but. Elle parlait d'espoir pour l'avenir, de recherches inachevées et finalement d'un souhait. « Ma chère fille, mon plus grand espoir est qu'un jour, toi et le fils de Richard puissiez guérir les blessures du passé, que vous puissiez construire ensemble ce que nous avons à peine pu imaginer, un pont entre deux mondes, le savoir ancestral et la science moderne, le cœur et l'esprit, la campagne et la ville. La clé qui accompagne cette lettre ouvre un coffre à la Banque nationale de France à Marseille. Tu y trouveras tout mon travail, tout ce que Richard et moi avons rêvé ensemble. C'est ton héritage, Élise, mais c'est aussi un legs partagé. Je suis confiant que tu sauras quoi en faire, avec un amour éternel, ton père. » Lorsqu'Élise termina sa lecture, les larmes coulaient librement sur ses joues. Mathieu restait silencieux, visiblement ému, sa propre compréhension du passé se transformant à chaque mot. « Tout ce temps, » murmura finalement Élise, « j'ai cru que je les connaissais, que je comprenais qui ils avaient été, et il s'avère que j'entrevoyais à peine une partie de leur vie. » Mathieu prit sa main avec une délicatesse qui contrastait avec sa force habituelle. « Peut-être est-ce la nature des parents, » suggéra-t-il doucement. « Il ne nous montre que les facettes qu'ils croient que nous pouvons comprendre, dont nous avons besoin. » Élise contempla la clé dans sa paume, un objet simple qui semblait soudain contenir le poids des générations. « Viendras-tu avec moi demain ?» demanda-t-elle, levant les yeux vers ses yeux bleus qui ne lui paraissaient plus froids, mais profonds comme le ciel nocturne au-dessus d'eux, à Marseille, pour découvrir ce qu'ils ont laissé pour nous. Le sourire de Mathieu, sincère et sans réserve, fut une réponse suffisante. « Je ne pourrais être nulle part ailleurs. » Cette nuit-là, tandis que le village dormait sous un manteau d'étoiles, deux âmes qui avaient commencé comme adversaires se retrouvèrent à se reconnaître comme compagnons dans un voyage qui ne faisait que commencer. Il n'y eut pas de baisers passionnés ni de déclarations grandiloquentes, seulement la tranquille reconnaissance que quelque chose de fondamental avait changé, qu'un pont était en train d'être construit au-dessus de l'abîme qui les avait autrefois séparés. Le lendemain matin les trouva sur la route de Marseille, le paysage se transformant progressivement des montagnes escarpées vers les vallées plus larges. Ils voyageaient principalement en silence, mais c'était un silence confortable, rempli de possibilités. La Banque nationale de France,
un bâtiment ancien restauré dans le centre historique de la ville, les accueillit avec la formalité propre à une institution financière centenaire. Lorsqu'Élise présenta la clé et son identification, ils furent conduits dans une salle privée où un employé plaça devant eux une boîte métallique de taille moyenne. « Je vous laisse seul », annonça l'employé avec une discrétion professionnelle. Quand la porte se referma, Élise et Mathieu échangèrent un regard mêlant expectative et crainte révérentielle. C'était la fin d'un chemin et le début d'un autre. D'une main légèrement tremblante, Élise introduisit la clé dans la serrure. Le déclic métallique résonna avec finalité dans la salle silencieuse. En soulevant le couvercle, ils découvrirent plusieurs cahiers manuscrits, une clé USB, des photographies anciennes et des documents officiels soigneusement préservés. Recherche sur les composés dérivés de plantes médicinales traditionnelles provençales, lut Mathieu examinant l'un des cahiers. Résultats préliminaires pour des traitements complémentaires chez les patients atteints de cancer en phase terminale. C'est extraordinaire, Élise. Ton père était des décennies en avance sur son temps. Élise acquiesça, feuilletant un autre cahier où son père détaillait des expériences réalisées avec le financement de Richard Fontaine, combinant des connaissances ancestrales avec des méthodologies scientifiques rigoureuses. « Regarde ça, dit Mathieu, extrayant une photographie où apparaissaient ensemble Richard et Gabriel, tous deux jeunes et souriants, dans ce qui semblait être la même grotte qu'Élise avait visitée la veille. Je n'avais jamais vu mon père sourire ainsi, pas après la mort de ma mère. Parmi les documents, ils trouvèrent quelque chose d'encore plus surprenant, la documentation juridique pour établir un centre de recherche en médecine intégrative avec les noms des deux hommes comme cofondateurs. Le projet ne s'était jamais matérialisé, mais toutes les préparations légales étaient achevées, n'attendant que les signatures finales qui n'étaient jamais venues. C'était leur rêve partagé, murmura Élise, comprenant enfin, un lieu où la médecine traditionnelle et la science moderne pourraient se rencontrer sur un pied d'égalité. Et maintenant, cela dépend de nous, compléta Mathieu, ses yeux reflétant une détermination qu'Élise commençait à bien connaître. Si nous le voulions, nous pourrions le réaliser. Le « nous » flotta entre eux, un mot simple mais chargé de sens. Ils n'étaient plus des adversaires obligés de se tolérer mutuellement, ni même des alliés de circonstance. Ils étaient les héritiers d'un legs partagé, les gardiens d'un rêve qui avait survécu à ses créateurs. Durant les heures suivantes, ils examinèrent minutieusement chaque document, chaque note, construisant pièce par pièce le puzzle de la relation entre leurs pères et du projet qu'ils avaient imaginé ensemble. Lorsqu'ils sortirent finalement de la banque, le soleil commençait à se coucher sur la ville portuaire, baignant les rues pavées et les édifices historiques d'une lumière dorée qui semblait annoncer de nouveaux commencements. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Élise, tandis qu'ils marchaient sur le vieux port, la place principale entourée de terrasses de café et dominée par l'imposante basilique Notre-Dame de la Garde sur sa colline. Mathieu s'arrêta, se tournant vers elle avec une expression qui combinait détermination et une vulnérabilité que peu de personnes avaient eu le privilège de contempler. « Maintenant, dit-il lentement, je crois qu'il est temps de cesser de lutter contre l'inévitable. » Avant qu'Élise ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Mathieu réduisit la distance entre eux et, avec une délicatesse qui contredisait son apparence imposante, prit son visage entre ses mains. « J'ai passé des semaines, des mois, à essayer de trouver des raisons de me tenir loin de toi, confessa-t-il, sa voix à peine audible par-dessus l'agitation du port, cherchant des explications à ce que je ressentais, des excuses pour ne pas reconnaître que dès le premier instant, même quand je croyais te détester, il y avait quelque chose en toi qui m'attirait irrésistiblement. » Élise retint sa respiration, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. « Mathieu, Laisse-moi finir, demanda-t-il, son pouce caressant doucement la joue d'Élise. Je ne suis pas doué pour ça, pour exprimer ce que je ressens. Je ne l'ai jamais été. Mon père m'a appris à être fort, décisif, implacable dans les affaires, mais il ne m'a jamais appris comment gérer ceci. Cette sensation que tout ce que je croyais important pâlit quand tu es près de moi. » Une larme solitaire s'échappa de l'œil d'Élise, et Mathieu l'essuya avec une infinie délicatesse. « Ne pleure pas, murmura-t-il. Ou si tu le fais, que ce soit parce que tu ressens la même chose, pas parce que je me ridiculise au milieu de la place la plus fréquentée de Marseille. » Cela arracha un rire entrecoupé à Élise, un rire qui se mêla aux larmes d'émotion qu'elle ne pouvait plus contenir. « Idiot !» chuchota-t-elle avec tendresse. « Bien sûr que je ressens la même chose. J'ai lutté contre cela depuis que je t'ai vu dans le bureau de l'avocat. Si arrogant, si sûr de toi, si complètement dans l'erreur à mon sujet, et pourtant si indéniablement attirant que je m'en voulais à moi-même de le remarquer. » Le sourire de Mathieu, lent et transformateur, illumina son visage d'une manière qu'Élise n'avait jamais vue, dissolvant les derniers vestiges de réserve entre eux. « Alors, dit-il, se penchant jusqu'à ce que leurs fronts se touchent, si nous avons tous deux été idiots, et si nous arrêtions de l'être. » Et là, sous le ciel orangé du crépuscule marseillais, avec le brouhaha de la vie quotidienne qui s'écoulait autour d'eux, leurs lèvres se rencontrèrent enfin dans un baiser qui avait le goût d'une promesse,
d'une rédemption, d'un avenir que leur père avait semé sans le savoir. Ce ne fut pas un baiser de cinéma, parfait et chorégraphié. Ce fut réel, légèrement hésitant au début, puis plus confiant, avec l'urgence contenue de deux personnes qui avaient nié leurs sentiments pendant trop longtemps. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. Un pont définitivement construit au-dessus de l'abîme qui les avait autrefois séparés. « Tu sais, » dit Élise, sans s'éloigner du cercle protecteur de ses bras, « je crois que nous venons d'exaucer le dernier souhait de nos pères. » Mathieu sourit, un sourire qui atteignait maintenant ses yeux, adoucissant le bleu intense qui lui avait paru si intimidant autrefois. « Non !» contredit-il doucement, « nous ne faisons que commencer. » Épilogue. 1 an plus tard, le centre de recherche Laurent Fontaine se dressait à la périphérie de Saint-Rémy-de-Provence, un bâtiment moderne, mais harmonieusement intégré au paysage montagneux qui l'entourait. Ces installations combinaient des laboratoires de pointe avec des espaces conçus pour préserver et étudier les pratiques médicinales traditionnelles de la région. Élise parcourait les couloirs avec la familiarité de quelqu'un qui a réalisé un rêve longtemps caressé. Sur son passage, chercheurs, médecins traditionnels et étudiants la saluaient avec respect. Le projet que leurs pères avaient conçu des décennies plus tôt avait finalement pris vie, fusionnant deux visions apparemment opposées en une réalité transformatrice. La délégation de l'Université de la Sorbonne vient d'arriver, annonça Lucie, qui avait quitté son travail à Paris pour rejoindre le projet en tant que directrice des programmes sociaux. Ils sont impressionnés par le modèle de collaboration communautaire. Élise acquiesça, consciente que chaque reconnaissance académique apportait de la crédibilité à une approche que beaucoup avaient considérée comme excentrique ou peu scientifique. En moins d'1 an, le centre avait déjà publié des résultats préliminaires prometteurs sur des traitements complémentaires pour diverses maladies, attirant l'attention de la communauté médicale nationale et internationale. « Où est Mathieu ?» demanda-t-elle, consultant sa montre. La cérémonie d'inauguration officielle commencerait dans moins d'1 heure, et bien que tout fût parfaitement organisé, elle ressentait le besoin de partager ses derniers moments de préparation avec lui. « Dans le jardin médicinal, avec Monsieur Jacques », répondit Lucie avec un sourire complice. On dirait que l'homme d'affaires parisien reçoit un cours intensif sur les propriétés curatives. Élise la remercia pour l'information et se dirigea vers le vaste jardin qui occupait le cœur du complexe, conçu selon les principes que son père avait appris des guérisseurs locaux. À mesure qu'elle s'approchait, elle put distinguer les silhouettes de Mathieu et de Monsieur Jacques penchés sur un arbuste fleuri, le jeune homme d'affaires écoutant avec un intérêt sincère les explications du vieil homme. La scène provoqua en elle une vague d'émotion. Si quelqu'un lui avait dit 1 an plus tôt que l'arrogant et froid Mathieu Fontaine serait un jour en train d'apprendre humblement d'un guérisseur provençal, elle aurait trouvé l'idée absurde. Et pourtant, il était là, transformé non seulement par l'amour qu'ils avaient construit ensemble, mais aussi par l'expérience de renouer avec la vision de son père, de comprendre enfin la valeur de ce que Richard Fontaine avait essayé de préserver. « J'espère ne pas interrompre une leçon importante », commenta-t-elle en s'approchant. Les deux hommes se tournèrent vers elle, Monsieur Jacques avec son habituel sourire énigmatique, et Mathieu avec ce regard qui, même après des mois ensemble, lui accélérait toujours le pouls, un regard qui combinait admiration, désir et un amour si profond qu'il lui coupait parfois le souffle. « Ton homme apprend vite », commenta Monsieur Jacques, tapotant le bras de Mathieu. Il a les mains d'un guérisseur, même s'il ne le sait pas encore. Mathieu sourit manifestement flatté par le compliment du respecté guérisseur. « J'essaie simplement de comprendre ce que mon père a vu ici, » répondit-il avec humilité. « Ce que nos deux pères ont vu. » Monsieur Jacques acquiesça, satisfait, et avec l'élégance silencieuse qui le caractérisait, s'éloigna pour leur donner un moment d'intimité avant la cérémonie. « Tu es magnifique » murmura Mathieu quand ils furent seuls, l'attirant vers lui, et légèrement stressé. « Tout va bien ?» Élise acquiesça, laissant la tension des dernières semaines de préparatifs se dissoudre dans la chaleur de son étreinte. « Parfaitement. J'aurais simplement aimé qu'ils puissent être là, voir ce que nous avons accompli. » Mathieu la regarda dans les yeux, avec cette intensité qu'elle avait appris à ne plus craindre, mais à valoriser comme le reflet de la profondeur de ses sentiments. « Ils sont là, » dit-il avec conviction, « dans chaque recoin de cet endroit, dans chaque vie que nous changerons ensemble, dans ce que nous avons construit, pas seulement ce centre, mais ceci, » ajouta-t-il, prenant sa main et entrelaçant ses doigts aux siens. « Nous !» Élise sentit son cœur s'élargir d'un bonheur qui la surprenait encore par son intensité. Qui aurait imaginé que l'homme qui m'a accusé d'être une chasseuse de fortune se révélerait si romantique? « Seulement avec toi, » répondit-il, embrassant doucement son front. « Et si quelqu'un l'apprend, je le nierai catégoriquement. J'ai une réputation de requin des affaires à maintenir. » Ils rirent tous les deux, et dans ce rire partagé résidait la complicité de ceux qui ont trouvé en l'autre non seulement un amant mais un compagnon de voyage, un allié pour réaliser des rêves qui les transcendent. Au loin,
Les premiers invités commençaient à arriver pour la cérémonie d'inauguration. Bientôt, ils devraient se séparer pour remplir leurs obligations d'hôtes. Mais pour l'instant, dans cette oasis de calme avant la célébration publique, ils s'accordèrent un moment de plus d'intimité. « Prête ?» demanda Mathieu, lui offrant son bras avec un geste chevaleresque qui contrastait délicieusement avec son pragmatisme habituel. Élise le prit, sentant dans ce simple contact la promesse d'un avenir partagé, d'un chemin qu'ils avaient retrouvé ensemble entre les ombres du passé et les possibilités du lendemain. « Prête ?» confirma-t-elle, et ensemble ils se dirigèrent vers la foule qui attendait de témoigner non seulement de l'ouverture officielle du centre, mais aussi, sans le savoir, du témoignage vivant que l'amour véritable surgit parfois là où on l'attend le moins, transformant adversaires en alliés, étrangers en amants, et rêves oubliés en réalité qui perdurent au-delà d'une génération. Cette histoire vous a-t-elle plu? N'oubliez pas de laisser un like, de commenter ce que vous en avez pensé et de quelle ville ou de quel pays vous nous lisez. Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles histoires et dites-nous quel thème vous aimeriez que nous explorions dans nos prochains récits. Votre soutien est notre plus grande inspiration.